Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau format, une série de 3 épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut, et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretienavecundentiste@gmail.com ou par le biais de la toute nouvelle newsletter qui sortira très prochainement. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet d'Entretien avec un dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Dentiste en burn-out. Épisode 1, les prémices. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien-dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Après des mois de travail, je suis heureuse de vous proposer cette série sur une thématique qui touche gravement notre profession, le burn-out. Une enquête initiée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en 2018 révélait que plus d'un praticien sur 3 était en burn-out. 14% d'entre eux avouaient avoir des pensées suicidaires. Et nous savons que ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis la crise liée au Covid. J'ai moi-même connu des périodes où j'ai senti que mon travail me faisait souffrir sans pouvoir mettre des mots dessus. Je suis parvenue à garder l'équilibre, mais je sais qu'il suffit parfois de très peu de choses pour basculer. Dans cette série de 3 épisodes, j'ai voulu comprendre l'engrenage de ce qu'on appelle aussi l'épuisement professionnel. C'est une véritable épidémie qui nous touche toutes et tous de près ou de loin. Dans cette histoire, il n'est pas question de faiblesse, bien au contraire, et surtout, personne n'est vacciné. Praticiens libéraux ou salariés, assistants dentaires, secrétaires médicales, ce syndrome touche l'ensemble des secteurs de notre microcosme. Il est donc très important d'en connaître les mécanismes et de savoir comment se protéger et protéger notre entourage. Au travers des témoignages de Séverine, Pauline et Phénix, 3 praticiens libéraux ayant vécu un burn-out, nous allons tenter d'en dessiner les contours, comprendre quels sont les signes précurseurs, quelles solutions existent quand on est en plein dans la tourmente et comment faire pour se préserver de ce fléau. Ces différents témoignages seront éclairés des propos de Marie Peuzet, psychanalyste et docteur en psychologie, ancienne experte judiciaire et initiatrice en 1996 de la première consultation Souffrance au travail au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Marie Peuzet est à la tête du réseau de consultations Souffrance et Travail. Elle a ouvert en 2009 le site internet du même nom. Elle est également l'autrice du Burn-out pour les nuls. Vous entendrez également notre consoeur, le Dr Marie-Hélène Hey, qui a cessé son activité en 2014 et consacre aujourd'hui son temps à l'accompagnement de chirurgiens-dentistes en questionnement sur leur carrière. Elle propose une aide individuelle en prévention et en récupération du burn-out. Dans ce premier volet, nous essaierons de cerner quelles sont les prémices du burn-out, comment les identifier et comment agir pour éviter l'engrenage. J'ai envie de croquer la vie et j'ai envie de la réussir. Je savais que ça existait, le burn-out. Et ça, je l'avais au fond de moi. Toujours. C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes dans ce métier. J'ai pris beaucoup de plaisir à être au cabinet. La semaine, il n'y avait aucun loisir, aucun moment pour moi. Émotionnellement, déjà, tu t'en peux plus. On sait qu'on a une profession qui n'est pas évidente. Faut pas que je me loupe, j'ai pas droit à l'erreur. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans. Ça fait 10 ans que j'exerce comme chirurgien-dentiste. J'exerce dans un cabinet de groupe, dans un secteur libéral. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai fait ce burn-out. Je m'appelle Séverine, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants, 17 et 14 ans. Je suis dentiste, installée depuis 20 ans en libéral, en cabinet de groupe.
Donc j'ai un associé et un collaborateur. Je m'appelle Phénix, ce pseudonyme bien évidemment en rapport avec l'oiseau célèbre de la mythologie grecque. Je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs. Dans ma dentisterie, j'ai toujours essayé d'être innovant, d'aller de l'avant. Je suis un passionné de la dentisterie. J'exerce depuis 30 ans dans un milieu à la fois rural et d'une ville moyenne. Et ma passion principale, c'est le sport automobile. J'ai choisi des études dans la santé parce que j'étais très intéressée par le fonctionnement du corps humain. J'étais intéressée aussi par tout ce qui était côté soins, apporter quelque chose aux gens, pouvoir les aider. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Il s'est avéré qu'au cours de mon adolescence, j'ai un de mes parents qui était souffrant. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de l'aider à ma façon. Au départ, je voulais plutôt être dans l'aviation et tout ce qui était autour des moteurs. Et de voir cette maman avoir ces problèmes, je me suis dit, je vais me diriger vers la médecine. Et comme j'aime bien travailler de mes mains, je vais faire chirurgien dentiste. Voilà, c'est une vocation finalement. Mes parents m'avaient fait faire un bilan, un test QI en terminale parce que je savais pas trop au niveau orientation ce que je souhaitais faire. Et en fait, de ce test, il y avait une appétence qui était sortie pour tous les métiers médicaux. Donc j'avais demandé médecine, j'avais fait aussi des demandes en bio. Et du coup, j'ai été admise en première année en fait de médecine et j'ai démarré en fait la médecine avec l'envie de devenir pédiatre. Quand j'étais plus jeune, en fait, ma vie future, alors je l'imaginais médecin ou pédiatre, en fait alors je sais pas pourquoi, dans une ville thermale. Et puis je me voyais avec ma vie familiale et une aisance à gérer et le passé entre la vie familiale et la vie professionnelle. Un travail en équipe avec pas mal d'échanges entre confrères, entre praticiens. Je voyais un travail plutôt en milieu hospitalier. Moi, l'image que je m'en faisais, c'était quand je vendais mes bleuets pendant le 8 mai, le 11 novembre. Je me disais, je ramasse des sous pour les mutilés de guerre, pour que ces saloperies ne reviennent pas. Et j'ai envie d'une vie en paix. J'ai envie d'une vie agréable. Et moi, mon rêve, et je l'ai toujours, et je l'ai déjà assouvi au sein du cabinet, j'ai toujours voulu créer des emplois. Ça a toujours été une vision. J'ai envie de croquer la vie et j'ai envie de la réussir. De rencontrer des gens, de grandir. Et ça, je l'avais au fond de moi. Toujours. Pour moi, le travail, ça représentait plus quand même une obligation nécessaire plutôt qu'une passion. Après, sûrement dû à l'image en fait que mes parents me renvoyaient, mais je voyais pas ça comme qu'on pouvait avoir une passion pour son métier. Mon père, par rapport à son travail, n'avait pas forcément de passion pour son métier, donc il est parti assez tôt en retraite grâce à un plan entreprise. Il avait des passions à côté, mais son métier c'était pas une passion, je le ressentais pas en tout cas comme ça. Ma mère était un peu plus passionnée par son métier, mais elle a quand même fait une reconversion en fait autour de 45 ans. Mes parents avaient un rapport au travail qui était... c'est des gens très consciencieux vis-à-vis de leur travail, qui étaient assez soucieux de bien faire les choses. Pour mon père. Après, ma mère avait plutôt un travail
On va dire pas forcément qu'elle avait choisi plus un côté alimentaire, mais ça n'empêche pas que malgré tout, elle avait vraiment le souci de bien faire les choses, voilà, d'être très sérieuse dans son métier. Je suis malheureusement une victime collatérale de la guerre d'Algérie, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a eu un oncle abattu, il avait 20 ans, et moi je suis arrivé peu de temps après, au monde. Et de ce fait, que ça soit toute la famille, ils se sont réfugiés un petit peu dans le travail. Le métier a été pour moi peut-être inconsciemment une reproduction d'un refuge, peut-être aussi un talon d'Achille. Le modèle parental, et en l'occurrence le rapport au travail, a une incidence sur la construction de notre identité. Mais ce que nous explique ici Marie Peuzet, psychanalyste, docteur en psychologie et à la tête du réseau Souffrance et Travail, c'est que cette dimension n'est plus aujourd'hui mise en cause dans le burn-out. L'identité commence à se construire dans l'enfance, dès la naissance, dans les attentes que nos parents ont vis-à-vis de nous. Et bien évidemment, nous allons sortir de l'enfance avec les points forts, l'amour, la sécurité, voilà, l'éducation qui nous a été donnée, et puis des failles narcissiques, des failles identitaires qu'on va emporter à l'âge adulte sur deux sphères essentielles, la sphère amoureuse, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la sphère du travail, où là, dans le regard des autres, on va essayer de continuer à construire ce qu'on veut donner à voir de soi, ce qu'on veut voir reconnu, notre envie d'être utile au monde, de nous lever tous les matins pour que notre vie ait un sens. Et très souvent, le choix du métier, de moins en moins, mais quand même encore, est en ligne directe avec les attentes conscientes ou inconscientes parentales. Et il faut du temps et de la maturité pour s'en dégager. Ce n'est plus pour autant ce qu'on retrouve en majorité dans la survenue des épuisements professionnels. Bien évidemment que nous voulons que nos parents soient fiers de nous, mais étant donné nos trajectoires professionnelles, ça n'est plus au cœur de la problématique. Pour moi, l'image du dentiste, alors mes parents me faisaient soigner régulièrement, mais j'avais une hantise en fait du dentiste. J'avais très très peur du dentiste, donc c'était une image pas forcément très positive. Il me faisait peur en fait. Je pense que dans notre société, le dentiste est représenté comme quelqu'un qui soigne les dents, qui a un métier qui est plutôt facile à exécuter, pas forcément stressant. Je pense que les gens nous voient comme des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et de manière assez facile. Soit on l'aime, on l'adule, et on est content d'avoir un dentiste de famille, on a des patients qui nous respectent, qui viennent, etc. Soit on a à l'autre pôle celui qu'on doit abattre, celui qui est riche, qui entre guillemets, que l'on jalouse. Marie-Hélène Hey, chirurgien-dentiste, fondatrice de Gutta & Co, organisme de formation qui accompagne confrères et consoeurs vers plus de sens et d'équilibre dans leur carrière, revient sur l'image d'épinal impopulaire du dentiste dans notre société. Image tenace qui nous colle à la peau et entame le besoin de reconnaissance de nos patients dont nous avons besoin. En cause aussi un défaut de reconnaissance de l'aspect médical de notre profession. L'historique de notre métier, c'est dans l'imagerie populaire, ce qu'on retrouve dans des films, par exemple, c'est vraiment le dentiste de foire, c'est-à-dire l'arracheur de dents. Et c'est toujours ancré dans notre mémoire collective. C'est le dentiste forain qui est associé à la douleur, au verre d'alcool qu'on donne pour essayer d'adoucir un petit peu la douleur, au roulement du tambour pour que les gens sur la place n'entendent pas les cris. Bon, c'est très image d'Épinal, mais c'est encore très ancré dans notre inconscient collectif. Et ça me fait dire aussi que la reconnaissance de notre doctorat d'exercice, ça n'est pas si vieux que ça date, si je me souviens bien, de 1971. Donc, le premier défaut de reconnaissance qu'on retrouve chez les praticiens en état de burn-out, c'est un défaut de reconnaissance de l'aspect médical de leur métier. Je veux parler donc de la place de la chirurgie dentaire dans la médecine.
encore trop souvent, dans notre inconscient à tous, soignants et patients, la chirurgie dentaire, c'est quelque chose qui traite de problèmes qui sont pas vraiment vitaux. Donc, c'est associé à la douleur et en même temps au fait que c'est peut-être accessoire. Donc, nos patients n'ont pas envie de venir nous voir et ils n'ont pas envie d'être reconnaissants. Parce que ce qu'ils constatent aussi, et ça c'est associé à la deuxième image d'Épinal de notre métier de chirurgien dentiste, c'est que nous gagnons confortablement nos vies. Et c'est un fait, c'est vrai, c'est un métier où on peut gagner confortablement sa vie. Donc l'idée qu'en ont nos patients, c'est à la fois vous nous faites mal et sur le dos de notre douleur, vous allez gagner de l'argent facilement. La reconnaissance, ils n'ont pas envie de nous la donner. Comment faire ? Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance. Sans cette reconnaissance, il y a cette forme d'épuisement qui arrive rapidement. Et on perd la motivation pour son métier. Je savais que ça existait, le burn-out. J'ai même une consoeur qui avait fait sa thèse là-dessus. Pour moi, c'était quelque chose qui existait, mais de loin. Non. Ni à la faculté, ni dans les médias au début de mon exercice. La seule chose que j'avais eu vent, c'était à la fin de mes études, quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est un de mes collègues de promo qui est appelé parce que son papa, dentiste, avait disparu. Ensuite, j'ai entendu parler, à mots couverts, d'un praticien dans la région qui malheureusement a disparu de la circulation. On ne l'a plus vu, il est parti dans les dom-toms. Donc ça m'a interpellé également. Et puis, un jour, au bout de à peu près une dizaine d'années d'exercice, j'ai un ami médecin et j'ai eu un immense chagrin que je n'ai jamais ressenti quand j'ai appris qu'il s'était donné la mort. Et ça a été un choc d'une violence inouïe. Et j'ai trouvé ça d'une injustice, parce qu'on n'arrivait pas à faire entendre à nos politiques que la ville n'avait plus assez de médecins. Et j'ai encore les larmes aux yeux en parlant dans ce podcast. Et c'est à cause de ça que je me suis renseigné à l'époque. Qu'est-ce qu'était un épuisement professionnel pour un soignant ? Paul Marie m'a fait comprendre ce qu'était la souffrance. Le mot burn-out est apparu au milieu des années 70. On l'utilisait pour désigner des situations pour lesquelles le personnel s'était longuement engagé avant de faire un constat d'échec. Typiquement un toxicomane dont on finissait par considérer, après de longues années d'essais infructueux, que sa situation n'était plus récupérable. En langage d'aujourd'hui, on aurait dit c'est râpé, c'est foutu, c'est grillé. À l'époque, en anglais, on disait it's burned out. Cette terminologie fut peu à peu retournée par le personnel médical pour désigner une situation d'épuisement qu'ils pouvaient eux-mêmes rencontrer. Alors pendant longtemps, le burn-out a vraiment été un syndrome du métier de soignant. Et que ce soit Freudenberger dans les années 60 ou Maslar dans les années 85, effectivement, c'était décrit autour des relations d'aide, le fait de se consumer, de trop investir. Maslar disait plus justement de ne pas arriver à trouver la juste distance dans le soin, avec une identification qui aurait pu être excessive. Mais on verra qu'en 2000, Christine Farber, qui est une psychologue allemande, commence, elle, à décrire des conditions de travail où le salarié, au sens général du terme, celui qui en tout cas s'engage pour bien faire son métier, s'y retrouve plus, que ce qu'on donne à l'organisation du travail, on n'en est plus rétribué en retour, qu'il n'y a plus de système de gratification, de reconnaissance, et que le salarié, effectivement, il donne beaucoup et qu'il y perd. Et donc, vous voyez qu'au fil des années, et surtout au fil de la modification des organisations du travail, le contenu
contenu symptomatologique du syndrome va se modifier, de même que ses causes organisationnelles. Donc, si c'était au départ un syndrome de métier, de soignant, de magistrat aussi et d'avocat, au fil du temps, ça va gagner absolument tous les secteurs socio-professionnels. Ce qui fait qu'on a envie effectivement de nuancer un peu ce concept valise, de garder le terme de burn-out pour les soignants, de parler de syndrome d'épuisement professionnel pour d'autres métiers et même quelquefois plus simplement de surmenage, terme qui existe depuis longtemps. C'est vrai que dans notre profession de chirurgien-dentiste, il y a vraiment un terreau fertile à l'apparition du burn-out. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, le burn-out, c'est la suite d'un stress chronique et, en général, qui s'accompagne d'un engagement important à vouloir bien faire. Alors, deux choses. D'abord, le stress chronique. Dans notre profession, le stress, il est un invariant. Il est à tous les étages de la profession. Ça commence par le stress physique, déjà. Il y a beaucoup de stress dans notre profession. Le stress physique, c'est-à-dire le stress qu'on prend dans le corps, dans nos positions de travail, dans le bruit, dans la lumière qui est intense, dans le champ opératoire qui est tout petit, dans notre attention au risque d'inhalation, par exemple, au risque du patient qui peut bouger pour interférer avec nos soins. Il y a aussi, bien sûr, le risque émotionnel, puisqu'on travaille sur un patient vigile, on sait qu'il peut y avoir de la douleur, on a besoin de gérer le risque de douleur. Nous avons des risques chimiques, par exemple, aussi. Quand on travaille avec de l'acide fluorhydrique, par exemple, on a un risque chimique. Nous avons le risque biologique, avec les bactéries, les virus. Nous avons le risque administratif, puisque nous avons des contraintes auxquelles nous devons répondre, des contraintes administratives importantes. Nous avons aussi le risque relationnel, puisque nos patients peuvent avoir des doléances, par exemple, et savoir gérer les doléances, c'est pas toujours facile. Nos patients, nous soignons toute catégorie de population, il y a des personnes plus ou moins faciles. Nous avons le risque relationnel dans nos équipes. Le risque de stress chronique est constant dans notre métier. Le burn-out, pour moi, c'est quand on est au bout, quand on n'a plus rien à quoi se raccrocher, on se voit plonger, on se sent plonger. C'est un épuisement autant physique que moral, psychique. Et même si on s'en rend compte, il n'y a vraiment plus rien pour se raccrocher aux branches, quoi. Alors, pour moi, le burn-out, je l'analyse maintenant comme ça. Je pense que c'est un trop-plein, pour moi, d'investissement émotionnel, en fait, dans mon travail, dans mon cabinet, qui a fait qu'au long cours, ça a entraîné en fait un épuisement physique, mental et émotionnel. Et du coup, le corps, au bout d'un moment, et le mental, en fait, dit stop. À cet épuisement qui, au fur et à mesure, se met en place. On ne maîtrise plus ni son stress, ni ses pensées, ni son physique. On n'a plus de prise. Il n'y a plus rien qui nous fait tenir la tête hors de l'eau. Et on n'a plus la force, ni physique, ni mentale, de résister à cette descente. Je dirais que c'est comme, à un moment donné, un épuisement, une consommation de toute l'énergie vitale de quelqu'un. Un petit peu en image comme un téléphone, votre téléphone portable, vous êtes en train de parler, etc. Vous n'avez pas fait gaffe que vos lignes vertes, elles diminuent. Vous êtes dans le rouge, vous continuez à parler. Vous en apercevez pas. Vous parlez, vous agissez. Et à un moment donné, plus de batterie.
tac, en un flash, votre portable s'arrête. Il en est de même pour l'épuisement professionnel. La finalité, c'est que cet épuisement arrive à un arrêt complet. Moi, il y a un moment donné, je n'ai plus su marcher. Voilà. Et j'avais perdu l'utilisation de plusieurs doigts. Pour moi, il faut parler d'effondrement, de syndrome d'effondrement. C'est le corps qui va lâcher tellement le psychisme érodé pour tenir dans une très grande toute-puissance. Et donc, les voies d'entrée dans le syndrome d'épuisement professionnel et dans le burn-out vont être des craquages du type ne pas arriver à se lever un matin, ou bien sur le trajet qui vous conduit à votre cabinet, une crise d'angoisse majeure qui va vous donner envie de vous jeter sous le métro, non pas parce que vous n'aimez pas la vie, attention, pas se méprendre, ce qu'on appelle les suicides blancs. Vous voulez juste que ça s'arrête. Et vous ne savez pas comment faire pour que ça s'arrête parce que vous êtes dans la phase compulsive. Mes premières années d'exercice, je me suis installée 5 ans en collaboration chez quelqu'un parce que j'avais ce besoin d'être épaulée, de parfaire ma formation parce que je sentais qu'il y avait plein de domaines dans lesquels j'avais des lacunes. Donc je suis restée en fait 5 ans en collaboration chez quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis d'avoir certaines connaissances que je n'avais pas à la sortie de la fac. Après la fac, j'ai choisi de m'installer en milieu rural parce que c'est vraiment un lieu de vie qui me plaisait, que je recherchais. Donc c'est plus cet aspect-là qui a guidé mon choix. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, à part le travail en libéral, il n'y avait pas trop d'autres possibilités. J'ai rencontré un fils d'agriculteur très brillant, devenu chirurgien dentiste. On avait les mêmes bases et valeurs agricoles, mais aussi notre bon sens. Et il m'a dit, alors bien sûr, il souhaitait aussi un successeur, bien évidemment, je l'avais compris. Mais il m'a permis de venir le samedi, et j'avais cette chance de travailler déjà, entre guillemets, tester pour voir si j'allais rester là. Et je me suis bien plu, et puis je me suis dit, je vais rester là. Malgré, bien évidemment, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui vont se retrouver, beaucoup de stress dans le début de l'installation, forcément, bien sûr. On fait ce qu'il faut pour beaucoup d'injonctions à la performance au niveau de la qualité des soins. On veut faire son trou, donc on fait gaffe à tout ce qu'on fait. Donc c'est pas si évident que ça au début. Toute la gestion d'entreprise, en fait, qu'on découvre sur le tas, auquel on n'est pas, enfin du moins moi, auquel j'étais pas préparée. Donc ça, il y avait déjà les soins à gérer, pour lesquels on débute, on a des notions, on a un bagage, mais on n'a pas d'expérience plus que ça. Donc il y a ça à prendre en compte, plus la gestion de l'entreprise qui est énorme et qui prend du temps, pour laquelle il faut consacrer quand même pas mal d'énergie. Et ça, en sortant de la fac, moi du moins, je n'étais pas préparée. C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes dans ce métier qui fait que c'est un métier complexe. Et il y a surtout des casquettes en fait où on n'a pas du tout de compétences. Et la casquette en fait RH a été la casquette où j'ai pris le plus de claques, je pense, au début. Parce que malgré mes formations avec IDEO, on n'a pas les compétences pour gérer des salariés, pour gérer une équipe. Et on fait des recrutements qui sont un peu des fois hasardeux et on se rend compte en fait que la personne ne correspond pas du tout pour qu'on puisse bosser avec elle. Donc oui, ça a été compliqué pour moi le management au début de mon exercice. Mais après, le fait qu'il y ait la présence d'un senior, j'ai décidé de m'associer et ça a été un tremplin. Voilà les premières années d'exercice, marquées par le stress, ça je l'avoue.
Quand j'ai commencé à soigner en clinique, face aux patients, j'étais quand même assez stressée de bien faire et surtout par rapport à la douleur, c'est-à-dire de ne pas faire mal. C'est ce qui m'apportait le plus, c'est-à-dire de pouvoir soigner les gens, les recevoir sans leur faire mal. Quelque chose que je retrouve quand même, je trouve assez souvent, voire très souvent, parmi les praticiens qui vivent un burn-out vraiment solide, difficile, c'est une difficulté vis-à-vis de tout ce qui touche à la violence physique, c'est-à-dire la violence sur les corps. Et parfois, le praticien redoute de se trouver en situation de lui-même être un acteur de violence physique sur son patient ou de douleur sur son patient. Et ça lui est intolérable. Et quand ça, c'est vraiment très fortement intolérable, souvent, on se rend compte que peut-être dans l'enfance ou dans la vie privée, dans la sphère vraiment privée, il a pu y avoir une confrontation, soit un événement ou un événement violent, une mort ou une maladie violente, ou des phénomènes de violence physique qu'on a reçus sur soi. Ça peut arriver aussi. Et en fait, cette confrontation à la violence pendant l'enfance, j'ai l'impression, alors après c'est discutable parce que ce ne sont que mes impressions, je n'ai pas d'études là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je retrouve fréquemment pour des praticiens qui sont confrontés à ça, c'est-à-dire je ne veux pas risquer d'être un vecteur de douleur ou de violence physique pour mes patients. Quand je venais au cabinet, je prenais beaucoup de plaisir à venir parce que y a eu cette création, il y a eu ce développement. Donc moi j'adore en fait tout ce qui est mise en place de choses, création, organisation, planification. Je prends aussi beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles techniques. Donc j'ai fait beaucoup de formations pour le mettre en place au sein du cabinet. Mais oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à être au cabinet. Quand un patient a de la reconnaissance, voilà, tout. Rien d'extraordinaire, mais juste un patient qui a consulté en urgence et qui revient et qui dit merci, vous m'avez vraiment rendu service. Voilà, juste ça. Ça, c'était vraiment une ressource pour moi. Une des choses qu'on retrouve souvent quand on est face à un chirurgien dentiste en état de burn-out, de pré-burn-out, c'est ce désir de recevoir de la reconnaissance pour son travail. Et c'est ce sentiment d'avoir un investissement bien supérieur à la reconnaissance qu'il reçoit. Eh bien, la première chose que j'imagine on peut faire, c'est donner les moyens à nos patients de nous accorder cette reconnaissance, c'est-à-dire les informer sur la qualité de travail qu'on leur a fourni, sur la qualité de notre engagement. Parce qu'au fond, est-ce que le patient est en mesure de juger de la qualité de notre travail? Très difficilement. Sur quoi il s'appuie pour nous donner cette reconnaissance? Est-ce que j'ai eu mal? Essentiellement, c'est ça. Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je peux bien fermer les dents? Est-ce que c'est confortable? Mais il n'a aucune idée, en réalité, de la qualité du travail qu'on lui fournit, dans le sens où est-ce que ce travail va être pérenne dans le temps? Parce que pour nous, la qualité de travail est dépendante de la pérennité de nos soins. Et ça, c'est aussi quelque chose qui marque énormément notre profession de chirurgien-dentiste, c'est que la notion de guérison dans notre métier n'a pas vraiment de sens, dans la mesure où, à la fois la carie et le problème parodontal, la maladie parodontale, ce sont des maladies qui demeurent chroniques. La carie reste gravée dans les dents. On ne la guérit pas. La maladie parodontale, même si on arrive à stabiliser, nous savons très bien que ça va nécessiter un suivi dans le temps, dans le très long terme, avec un investissement à la fois du praticien et du patient.
Donc cet aspect de notre métier de chirurgien dentiste est très particulier. Nous sommes dans un processus d'accompagnement de maladies chroniques. Or, nous les dentistes, comme les professionnels de santé en général, nous fonctionnons dans un référentiel du modèle biomédical qui nous induit à rechercher pour nos patients le meilleur, la meilleure solution qui va aboutir à une guérison. Donc, obtenir de la reconnaissance, comment faire comprendre au patient qu'on a répondu à son besoin. D'accord, il n'a pas eu mal. D'accord, ça a l'air confortable. D'accord, c'est joli. Mais surtout, ça va être pérenne. Sauf que ça ne peut pas être pérenne pour toute la vie. Nos soins sont des soins de maladies chroniques. Ils vont avoir besoin d'un entretien et peut-être ils vont avoir besoin d'être reconduits à un moment ou un autre de la vie du patient. Donc, faire comprendre ça à notre patient, c'est lui permettre de commencer à comprendre comment notre travail est important et combien il peut nous apporter de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de satisfaction dans mon métier ? Alors déjà, les rencontres. J'ai rencontré des praticiens extraordinaires. C'est vraiment ça qui m'a apporté le plus de plaisir. J'ai discuté avec des étudiants allemands, mais c'est une ouverture d'esprit, mais vous vous dites, bon, on a un chouette métier, quoi. J'entends les patients, bien sûr. Hein. Ça, c'est le 1 bis, c'est des patients, à la limite, qui auraient pu être des amis. Le point numéro 2, ça a été de me dire, j'ai une super équipe. Ma vision d'enfant, de vouloir créer des emplois, à un moment donné, quand on est arrivé à 10, je me suis dit, oh punaise, c'est quand même chouette. Et si je devais ajouter un dernier point, je dirais qu'il y a des fois, je me dis, j'ai quand même fait des chouettes trucs. J'ai merdé des trucs comme tout le monde. Mais je dirais que quand je revois certains boulots implantaires passés, ou quand je revois d'autres prothèses ou soins, je me dis, j'ai quand même fait du bon boulot. Et ça, je suis content. Après mes 5 ans en fait, de collaboration, j'ai rencontré mon mari et du coup on a changé de lieu de résidence et l'opportunité a fait que j'ai pu en fait m'installer dans cette ville-là où il y avait un fort besoin. Donc j'ai créé en fait mon cabinet dans cette zone sous-dotée et j'avais l'âge de 29 ans. Et en fait, j'avais cette envie de créer un peu un cabinet à mon image et selon mes envies. Et dès le début de mon exercice, en fait, j'ai vraiment axé mon exercice sur ce qui me plaisait, c'est-à-dire sur la chirurgie et l'implantologie, où j'ai commencé à me former très tôt, dès ma sortie en fait, de la fac, pour pouvoir mettre en place ça dans le cabinet. D'entrée, j'ai fait des formations d'organisation, et ce qui m'a permis en fait de maîtriser un petit peu mes horaires de présence au cabinet. C'est-à-dire j'ai toujours fait 9h, 19h maxi. C'est-à-dire 19h, tout le monde était parti et rentré chez soi. Au début, je travaillais sur 4 jours et demi. Et au fur et à mesure en fait, des années, j'ai baissé ma présence et je suis actuellement à 3 jours avec des jours entre 8 et 9 heures de présence au cabinet. Au cabinet, je travaillais 4 jours par semaine. J'avais à peu près entre 15 et 18 patients par jour, de 9h à 18h30, 19h. Des fois, ça débordait un peu plus. Et le vendredi, je consacrais ma journée à tout ce qui était gestion de l'entreprise. J'étais un praticien qui avait été à différents séminaires et, je dirais, formations en management. Parce qu'il est bien évident qu'il y a une grosse absence à la faculté, c'est que nous apprenons à être de bons ingénieurs
dentaire. Mais par contre, excuse-moi, mais pour certains praticiens, on a un côté étanche pour être de bons managers. J'ai fait des formations privées en paro, en implantologie, dans la gestion, dans le management aussi. Ces formations m'ont aidée. Elles m'ont donné des pistes, on va dire, pour la gestion, pour manager, que vraiment des réponses à mes questions. Se former est important, même obligatoire dans notre profession, et l'évolution technologique extrêmement rapide de ces dernières années nous impose de nous tenir informés. L'avènement des réseaux sociaux a été un fabuleux moyen de communication pour échanger entre pairs, apprendre et partager, mais le revers de la médaille est aussi sombre et pervers que l'autre versant semble beau et prometteur. Déjà, les formations, ça me faisait plus de mal que de bien, parce qu'on se retrouvait forcément avec alors pas les confrères qui venaient en formation, mais des formateurs. C'est pas le cas de tout le monde, je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, qui vous exposent des cas extraordinaires qu'on voit jamais en cabinet, ou très rarement. Et bon, on y va pour apprendre, hein, c'est sûr, mais on ressort de là. Moi perso, je me disais mais t'es nul quoi. Donc ça, déjà, je le vivais vraiment pas bien. J'ai l'impression que ce système de comparaison dans la profession a joué un rôle dans mon épuisement. C'est-à-dire, je me suis retrouvée à développer l'implantologie et je me suis retrouvée en fait dans un monde un petit peu d'hommes. Il y avait très très peu de femmes. Alors, je ne veux pas dire qu'il y avait une compétition, mais il y avait, on compare le nombre d'implants que tu poses, on compare où t'en es niveau technique. Et je pense que moi, ça m'a aussi entraînée dans un système qui était peut-être trop pour moi. Ça, c'est vraiment en lien avec notre besoin de reconnaissance, le phénomène de la comparaison avec ses pairs. Et ça, les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité de nous comparer avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc, si je fais des cas parfaits, j'ai envie de les partager, parce que j'ai besoin de recevoir de la reconnaissance aussi de mes pairs. Et en même temps, quand je partage ce genre de cas, je peux induire, pour d'autres praticiens qui ne sont pas en mesure de fournir la même qualité de travail, pour différentes raisons, une baisse de l'estime de soi et un rapprochement du burn-out. J'avais organisé mon exercice avec mes convictions et mes valeurs. À l'époque, je voyais à peu près... je prenais des grands rendez-vous. Je travaillais sur 3 jours et demi à peu près de travail, même à peu près 4 jours, avec entre 15 et 20 patients par jour. Et j'avais eu la chance d'avoir une dérogation pour un deuxième collaborateur parce que là où je suis, on a une sous-population médicale. Ça allait plutôt bien et je dirais que j'étais même plutôt très satisfait. Et un jour, j'ai un de mes 6e années en fait, qui était vraiment extrêmement brillant, donc il est resté un moment. Et ce qui s'est passé quand il est parti, la mécanique s'est déréglée, c'est-à-dire que les patients qui suivaient, j'ai mis un point d'honneur à les voir pour pas les mettre dehors. Donc je les ai rajoutés et de fil en aiguille, j'ai eu des difficultés de recrutement. Quelques mauvaises expériences également. Et puis, un jour, on me diagnostique un cancer. Alors, là, il y a un petit peu comme une bombe, un petit peu, qui explose. Je me dis, mince, j'ai vraiment pas de bol. Ça fait vraiment un impact que l'on n'imagine pas. Un soignant qui devient souffrant. À la fin de mes journées, je me sentais lessivée. Passer sous un rouleau compresseur, de faire quoi que ce soit derrière, c'était pas possible. Même aller dîner avec des amis, c'était épuisant. Plus j'avançais dans ma pratique, moins j'arrivais à décrocher du cabinet, même le week-end. Il y avait toujours quelque chose à l'esprit, dans un coin de la tête, un papier, un dossier d'un patient. Et le problème, c'est que j'avais pas de bouton off.
C'est-à-dire que je partais du cabinet avec mes soucis, avec les protocoles que j'avais à faire ou la dernière idée que j'avais. Donc c'est vrai que je dormais cabinet, je vivais cabinet. Même les jours où je n'étais pas présente au cabinet, c'est souvent que je bossais pour le cabinet, où je passais des coups de téléphone. J'avais pas vraiment de moments où je me posais et je me disais voilà, ça c'est pour toi, tu prends le temps de faire autre chose que de penser au cabinet. La semaine, il n'y avait aucun loisir, aucun moment pour moi. Du lundi matin jusqu'au jeudi soir, il n'y avait absolument aucune place, ni pour sortir, ni pour un loisir, ni pour un resto, ni quoi que ce soit. Je partais le lundi, je savais que j'allais émerger le jeudi soir. Après le vendredi, le rythme était différent, donc je le voyais pas de la même façon, mais ces 4 jours-là étaient complètement complets. Quand on commence à avoir un repos qui ne repose plus, qu'on a dormi tout le week-end tellement on était mort, et que le lundi matin, on repart aussi claqué, là, on n'est plus dans de la fatigue ordinaire. Là, on entame les briques de la maison. On sait maintenant que dans les burn-out, les cellules, les neurones ne se repolarisent plus correctement. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans de la fatigue ordinaire. On est dans une usure fonctionnelle prématurée de l'organisme. Donc, quand on en est à du repos qui ne repose plus, il faut commencer à se pencher sur la question. Est-ce que mon entourage m'a fait la remarque ? Non, pas forcément. Mon mari savait que j'étais à fond dans ce projet-là. Non, il ne m'a pas forcément fait de remarques. Après, on a fait construire, j'étais pas forcément présente et disponible pour la construction. Il l'a géré. Non, j'ai pas eu forcément de retour négatif de mon entourage. Non, parce que je citerai la circonstance dans laquelle l'épuisement est arrivé. Il est effectivement vrai que j'avais depuis un moment beaucoup moins de patience. Effectivement, à la maison, j'étais beaucoup plus agressif. Parce que quand quelqu'un de gentil passe à ironique et cynique, il y a un problème. Tout ce qu'on fait, on trouve que ça va plus, qu'on est nul. Émotionnellement, déjà, tu t'en peux plus. Et t'as même plus, en fait, la capacité de recevoir les doléances de tes patients. Donc, automatiquement, tu te mets un peu à l'écart pour dire ça va être trop pour moi s'il me dit quoi que ce soit. Donc, tu poses même plus la question ça va, comment ça s'est passé, parce que si malheureusement il y a un retour négatif, ça te refait ta journée, quoi. La peur de mal faire, c'est pendant du désir de bien faire. Mais quand la peur de mal faire s'installe vraiment beaucoup, ça aboutit à mettre en place une médecine défensive. Qu'est-ce que c'est une médecine défensive ? C'est commencer à trouver de différentes échappatoires pour ne pas risquer de se mettre en échec dans ses soins. Alors, ça va être commencer à dire, bon, je vais déléguer telle chose parce que, par exemple, moi, j'ai pas de microscope, donc je vais déléguer mes endos maintenant. À partir de maintenant, je vais déléguer toutes mes endos. Ok. Ça peut vouloir dire aussi, je suis pas suffisamment assistée ou je vais déléguer toute ma chirurgie. C'est-à-dire que petit à petit, on se met à construire son exercice, non plus pour répondre aux besoins du patient, mais pour répondre à son besoin de se mettre à distance d'un risque d'échec. Quand on commence à apprendre des attitudes de médecine défensive, ça peut être un signal d'alerte. Alors, ma peur, c'était un mélange de plusieurs facteurs. Les principaux facteurs, c'était la peur de mal faire, de mal soigner, de pas faire des soins appropriés, d'avoir un patient qui vienne se plaindre, qui soit pas content. Ça, c'était le principal. Je pense que le perfectionnisme, c'est une des clés
qui fait qu'on se retrouve en épuisement professionnel. C'est-à-dire, on est tout le temps sur le qui-vive, alors que ce soit pour les salariés, parce que on rêve d'une équipe idéale où tout le monde s'entend bien, où la communication est parfaite. On rêve d'un planning extraordinaire, où on est tout le temps dans l'efficience. On se met en fait des challenges sur tous les côtés de notre métier, et ce qui fait qu'on termine notre journée épuisé, quoi. Notre profession, elle est par essence perfectionniste, parce qu'on travaille sur des choses toutes petites et où on sait très bien que de minuscules défauts dans notre profession peuvent avoir de grandes conséquences sur la pérennité de nos soins. Donc, par essence, on a besoin d'être perfectionniste. Et puis, on travaille avec une multitude de matériel. Il faut que tout soit au bon endroit, positionné au bon endroit, qu'on retrouve le bon instrument, la bonne place, etc. Il y a quelque chose vraiment qui nous appelle à la perfection dans notre métier. Et ce désir de perfection, forcément, vient se heurter au principe de réalité. La perfection sur l'être humain, c'est difficile, voire impossible. Après, autour se greffent plein de choses. La peur que le cabinet soit pas bien géré, que les papiers soient pas bien faits, que les dossiers soient pas bien tenus, de passer à travers une des obligations qu'on doit avoir. Voilà, c'est tout ça qui vient s'ajouter, qui vient se cumuler, donc qui rajoute du stress à quelque chose qui est déjà assez stressant. Et du coup, ça fait effet boule de neige, quoi. Les soins sont stressants, les patients sont stressés, ça demande énormément d'attention, et plus tout le reste qui se cumule. Si on a choisi l'exercice libéral, c'est pour cette autonomie procédurale, ça s'appelle comme ça. Alors oui, on travaille beaucoup, mais on choisit sa manière de travailler, on choisissait ses rythmes de travail. Cette autonomie était le contre-feu à la charge de travail. Un chirurgien à l'hôpital, est-ce qu'il choisit encore son mode opératoire ou les prescriptions ? Il doit faire ce que l'ARS lui conseille ou la haute autorité de santé. Et je pense que dans un cabinet en libéral, c'est quand même un peu la même chose. Et on voit se développer partout ces chaînes de cabinets salariés, où, comme dans les cliniques privées, vous avez derrière des fonds de pension qui gèrent de manière productiviste, ou comme les maisons de retraite, où il faut dégager quand même des bénéfices, et où donc la manière de travailler est procéduralisée à outrance. Tout cela, vous l'avez bien compris, va venir petit à petit grignoter la liberté qu'avait le dentiste dans son cabinet. Et je n'ai pas besoin d'évoquer non plus les nouvelles contraintes, les nouvelles procédures, les nouvelles certifications, les nouvelles contraintes d'hygiène. Enfin, tout ça vient peser sur le geste de travail, dans sa liberté et dans sa créativité. Parmi les choses les plus importantes, c'est le fait de pouvoir éviter ce qu'on appelle les problèmes relatifs à la qualité empêchée. C'est-à-dire, j'ai envie, moi, professionnel de santé consciencieux, de pouvoir donner des soins de qualité à mon patient. Mais, pour différentes raisons, je ne suis pas en mesure de le faire. Je suis dans de la qualité empêchée. Et cette notion de qualité empêchée est très importante. Parce que quand on y est confronté, c'est là qu'on commence à perdre en estime de soi et qu'on peut commencer à entrer dans une spirale qui nous conduit au surmenage, à l'épuisement. Voyez le décalage entre la manière dont désormais le travail est organisé, à coup de, vous le savez, de tableaux Excel, de chiffrage d'objectifs, de grammaire chiffrée, d'algorithmes maintenant, d'exigences uniquement de productivité chiffrée, pendant que surtout quand on est soignant, on veut d'abord remplir les règles de métier, c'est-à-dire aider les gens, les soulager, bien les soigner. Et puis on le sait, parce que ça c'est le contexte légal, on est responsable personnellement et pénalement des dégâts qu'on commet.
Et là, vous voyez la rencontre entre une gouvernance qui utilise des outils, des pôles de gestion, des DAF, et puis sur le terrain, des gens qui veulent faire leur métier avec un souci éthique qui est ce qui vous permet d'être fier de vous. La notion de qualité dans nos soins, elle est vraiment, vraiment très importante. Quand on parle de démarche qualité dans une structure de soins, la plupart du temps, ce qu'on désigne par qualité, c'est ce que moi, j'appelle la qualité mesurable, la qualité objectivable, celle qui peut se mesurer avec des indicateurs, celle qui répond aux normes. Mais ça n'est pas forcément la qualité ressentie par le patient. La qualité ressentie par le patient, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. La qualité ressentie par le patient, ça n'est pas forcément en lien avec la qualité de la réponse technique qu'on va offrir à notre patient. Or, quand je parle de qualité empêchée, je fais référence à quoi? Je fais référence à la notion de qualité que le praticien a en tête de ce qu'est pour lui la qualité de ses soins. Je m'explique. Le praticien se sent mal parce qu'il pense qu'il n'est plus en mesure, pour différentes raisons, d'offrir une qualité suffisante à son patient. Mais ça, c'est son point de vue à lui. Quel est le point de vue du patient? Et là, on arrive sur la notion d'approche centrée sur le patient. En quoi je réponds au besoin médical du patient? Mais pas seulement à son besoin médical, aussi à son besoin d'ordre psychosocial. L'image que moi, praticien, j'ai de la qualité de mes soins, elle est souvent d'ordre technique. L'image qu'en a le patient est rarement purement d'ordre technique. On sait qu'on a une profession qui n'est pas évidente. On est tous différents pour gérer la pression, le stress de la profession. Quelque chose qui se dit moins, c'est que quand on est étudiant, on ne nous apprend pas à savoir les différents degrés d'empathie, c'est-à-dire de comprendre l'autre, d'encaisser la souffrance de l'autre. Et ça, malheureusement, si on est, entre guillemets, extrêmement pointu en empathie, on va plus absorber le stress de l'autre. Et ça, si on ne sait pas qu'on l'est, c'est pas facile. Donc ça, c'est quand même, moi, quelque chose, personnellement, qui m'a perturbé. À un moment donné de mon exercice, j'ai eu une patiente, ça a été un virage dans ma carrière, et qui m'a fait peut-être entrer dans une zone de fragilité. Une mamie adorable, que j'aimais énormément, m'a fait un OAP flash un soir. Et quand elle a fait son œdème aigu du poumon flash, que ma collègue et amie de promotion de P1 m'a dit « Phénix, t'en peux rien, c'est comme ça ». Et là, une fragilité s'est instaurée dans mon exercice, où j'ai commencé par la suite à décider d'arrêter purement et simplement la chirurgie implantaire, la chirurgie parodontale. J'ai commencé, je dirais, à me recentrer sur des actes que je n'appréhendais plus. Parce que c'est comme après un accident de voiture, quand on arrive à un clash pareil, c'est très très impactant. C'était l'éclat sur mon pare-brise qui malheureusement l'a fait fissurer. Je reçois un patient, j'essaye mes techniques habituelles dans mon domaine pour calmer son angoisse, ça ne marche pas. Je vais rentrer chez moi, ça va me prendre la tête, je vais aller lire des trucs, je vais potasser, je vais demander des conseils. Je vais essayer ça la fois d'après, ça ne marche toujours pas. Je ne vais pas endormir la nuit, je vais me dire mais quand même il faut que je trouve. Et à force de rater, un jour, je vais trouver le truc qui va marcher. Et donc, ce message, il est important. Travailler, c'est pas réussir.
Travailler, c'est remettre sur le métier sans cesse son ouvrage. C'est essayer, c'est tenter, c'est approfondir, c'est améliorer. Et c'est grâce à ça qu'on élargit ses compétences et ses savoir-faire. Et c'est en travaillant et en ratant, c'est dans cette chorégraphie que je vais élargir mes compétences, me découvrir moi-même, me produire moi-même. Donc, c'est ce message qu'il faut faire passer. Travailler, c'est échouer, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on est un grand professionnel. Après chaque soin, je me remettais en question. Pour moi, le soin, il était jamais bien, jamais parfait. Il y avait toujours quelque chose à redire. Pour moi, c'était jamais un bon soin. C'était pas un soin durable. Et c'était de toute façon que de ma faute. Ça venait que de moi. Fixer des honoraires, c'est difficile. Oui. De dire mon soin, mon acte, ce que je vais faire, ça vaut tant. Réaliser un devis, j'ai jamais aimé ça. Et quand je voyais que le montant du devis commençait à grimper, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Parce qu'en plus, ça rajoutait vraiment une pression. Je me dis, oh là là, alors le patient, il va payer ça. Donc là, faut pas que je me loupe. J'ai pas droit à l'erreur. C'est même plus des patients, quoi. C'est des clients qu'on reçoit. C'est-à-dire, on est plus ou moins on a un métier, une facette de notre métier où on est commercial. Parce que mine de rien, on ne veut pas se l'avouer, mais on vend des services, on vend des choses aux gens. Et ça, ce côté-là, c'est aussi compliqué. On est dans un pays où le présentéisme au travail est une valeur, contrairement à d'autres pays. Dans l'exercice libéral, où on est obligé de se caler sur le présentéisme du monde des travailleurs, on est obligé de consulter très tard, on est obligé de consulter sur la pause déjeuner, tôt le matin, pour avoir des patients clients, bien sûr. Et puis, il faut faire le chiffre pour éponger son endettement, ses frais, le coût même du travail, car le travail finit par coûter cher. Et donc, on voit bien comment ce présentéisme relève d'une organisation du travail qui était celle des hommes, quand il y avait des femmes à la maison pour les débarrasser de la prise en charge des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Et ça, c'est culturel, c'est ce qu'on va appeler une discrimination de système. C'est totalement pris dans la construction des rapports sociaux de genre de notre société et ça résiste. Et il n'y a pas de progrès possible tant qu'on ne pourra pas toucher à cette espèce d'étalon qu'est le surtravail comme référence majeure. C'est embêtant, très embêtant. J'ai toujours eu l'impression au niveau de mon corps que un petit peu d'une fatigue, c'est-à-dire que je me préparais à l'avance par rapport à mes journées de cabinet. C'est-à-dire que la veille, le dimanche, j'avais l'impression que le dimanche après-midi, je m'imposais de me reposer pour être bien le lundi matin et pour pouvoir assurer ma journée. J'anticipais parce que je savais que pour moi les journées du cabinet c'était fatigant et que j'allais finir sur les rotules, donc je prenais sur mon temps perso de mon week-end pour me préparer à ça et être au mieux de ma forme et pouvoir gérer après le cabinet derrière. Je me rendais bien compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais je repoussais, on va dire, l'échéance de la consultation. Je me disais non, tu vas récupérer, tu vas y arriver, tu vas forcément réussir à te poser et à rebondir. Donc j'ai repoussé l'échéance. Quand je suis allée voir mon médecin généraliste, je lui ai expliqué, je lui ai dit j'y arrive plus, je fais que pleurer, je suis épuisée, y a rien qui va, je suis stressée, je dors plus, je mange plus. Et en discutant, il a compris que mon stress venait principalement du travail, même que du travail. Donc il m'a dit, mais là, ça s'appelle un épuisement professionnel. Il faut s'arrêter. Dans le prochain épisode, Phénix, Pauline et Séverine nous raconteront ce qui s'est passé par la suite. Après cette phase de résistance et de déni, le corps qui vous lâche et vous entraîne au fond de l'abîme.
Le montage est de Pauline Bussy, le son libre. L'illustration a été réalisée par Guillaume Denot, dans Les Dents. Et la musique composée par Sarah Boom, produite, arrangée et mixée par Maxime Wathieu. Merci à Pauline, Séverine et Phénix d'avoir eu le courage de témoigner, ainsi qu'à Marie Peset et le docteur Marie-Hélène Hay pour leur expertise. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcasts, films ou médias en lien avec la thématique du mois.